Je m'en souviens, avec Gilles Proulx. Chers amis, la dernière fois, j'ai tenté de vous faire connaître les aventures de Jacques Cartier, qui, somme toute, finit un peu dans l'humiliation après ces 3 voyages, qui n'avaient rien de comparable avec le succès des Espagnols, va terminer sa vie dans son manoir à Limoilou, c'est en banlieue de Saint-Malo, que l'on peut voir, il est encore là, intact, de toute beauté. On voit bien qu'il appartenait à une classe à part. Mais il meurt quand même dans l'isolement et son corps est installé le long du mur latéral de la belle cathédrale de Saint-Malo. Au milieu de l'allée centrale de cette cathédrale, on voit là, ceux qui vont aller à Saint-Malo un de ces jours, des armoiries du Québec incrustées dans le sol grâce à la visite d'un grand francophile de nos premiers ministres qui s'appelait Honoré Mercier. Cela m'amène à faire un saut maintenant. La France, n'ayant pas de succès avec le Nouveau Monde, abandonne quasiment ce territoire. On est des décennies donc à ne rien faire jusqu'à ce que l'envie nous reprenne avec Henri II qui succède à François Ier. Il opte, lui, pour une colonisation protestante sous la direction du fameux amiral de Coligny. Ce dernier pense que si les catholiques ne peuvent supporter les protestants en France, on peut toujours inviter ces derniers à s'établir sur ces nouvelles terres, c'est-à-dire dans le pays du Canada. On avait pensé à essayer de les installer justement au Brésil, mais les Français vont vite être sortis par les Espagnols et les Portugais notamment. Toujours est-il que Champlain, Samuel de son prénom, qui est un cartographe ou un géographe, si vous préférez, va donc être celui qui va être le véritable fondateur du Canada. Ça a été reconnu par nul autre que le gouverneur général du Canada lors d'un 1er juillet en rappelant et saluant l'œuvre de ce colosse qui était Samuel de Champlain. Nombre de livres ont été écrits sur lui, comme vous le savez. Depuis ce temps-là, il est consacré comme un très, très, très grand pionnier. Toujours est-il que Champlain va prendre les cartes de Jacques Cartier, les cartes maritimes, pour emprunter, encore une fois, l'Atlantique, rentrer dans le golfe du Saint-Laurent, mais va essayer d'établir des colonies, il va aller flirter aussi du côté des côtes américaines, ça ne réussit pas, s'établit avec ses compagnons, notamment à Port-Royal, dont la fortification et l'habitation ont été sortis de terre, encore une fois, par Parc Canada. Port-Royal, qui va devenir, après la conquête, Annapolis-Royal. Alors aujourd'hui, de nos jours, on peut encore voir cette habitation de Champlain. Mais somme toute, c'est le golfe du Saint-Laurent qui va l'attirer. Comme un aimant, il va avoir un drainage pour aller fonder une colonie de peuplement, et là, il va arriver à Québec, comme vous le savez. Toujours est-il que, rendu à Québec, il ne rencontre pas les mêmes Indiens que Jacques Cartier avait connus. Ils étaient composés d'autres nations, des Inuits, que les Français appelaient les Montagnais. Pourquoi les appelaient-ils les Montagnais? Parce que l'hiver, disaient-ils, ces Français, ils avaient tendance à vivre au sommet des montagnes. Il va rencontrer également des Algonquins, un peu plus tard, les Hurons, les Abénakis, et toutes sortes de nations qui vont devenir des alliés de Champlain. Alors, quand on dit « l'ignorance fait dire « on leur a enlevé le pays aux Indiens », ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas de passé génocidaire, rappelons-le. Champlain, en arrivant à Québec, accueilli par ses Indiens en juillet 1608, est invité à partager le territoire. Il est invité à partager à une condition. M. Samuel de Champlain, vous représentez une force militaire. Nous voulons nous allier à vous pour avoir quoi? Le monopole de la fourrure. On savait qu'il représentait une puissance et ces nations-là, alliées des Français en ayant le monopole, vont donc faire beaucoup d'argent.
De là la chicane entre Québec et Montréal au moment, dans l'autre volet, quand je vous ai dit que Cartier était allé à Montréal, on sait que les Indiens d'Onacona et son groupe voulaient avoir l'exclusivité du commerce de la fourrure avec Jacques Cartier et son équipe. Alors, ils n'aimaient pas le fait qu'il aille à Montréal pour peut-être partager justement l'exclusivité du commerce qui deviendrait plus exclusive. Donc, c'est sous Henri IV, devenu roi de France, qu'il est possible de donner suite au projet de Jacques Cartier avec Samuel de Champlain, un cartographe, un géographe. Champlain se fait dire « Vous êtes invités à partager le territoire avec nous, mais à une condition, que vous vous battiez avec nous contre ces Iroquois que nous avons chassés, mais qui risqueraient de revenir. » Effectivement, entre Jacques Cartier et Champlain, il y avait eu des guerres, il y avait beaucoup de guerres intertribales dans ce temps-là. C'était pas les amours entre les nations. Alors, ces Indiens alliés de Champlain les avaient repoussés à la hauteur du lac Ontario, c'est-à-dire à Syracuse, et également dans le fin fond du lac Champlain, à Ticonderoga, où va sortir de terre là, un fort qui s'appellera le fort Carillon. Alors Champlain accepte donc, fonde Québec, s'empresse à bâtir ses petites fortifications, va sortir de terre encore une fois l'habitation, qu'on a retrouvé, du moins les vestiges avec les archéologues, mais on n'a toujours pas retrouvé le corps de Champlain. Et voilà qu'après un certain temps, les Indiens lui rappellent « Il faut que tu remplisses ta promesse ». Alors Champlain est obligé d'acquiescer, bien que c'était pas un guerrier. C'était un homme de paix, Champlain. C'était un administrateur. Et c'était un géographe. On l'a vu par ses cartes qu'il a dessinées lui-même, visuellement, en examinant les côtes, qu'il était passablement bon comme géographe en arrivant à quelques degrés près de la véritable géographie de nos jours. Alors il part donc avec ses alliés indiens pour remonter le fleuve et arrive à la hauteur d'un endroit qui plus tard s'appellera Sorel. Il voit là une belle rivière, l'emprunte, elle s'appelle la rivière des Iroquois. Alors il dit, il n'y a aucun Iroquois, nous n'en avons pas vu encore. Le cartographe-géographe avait dit, ici, à cette pointe, à la hauteur de Sorel, il faudrait établir un fort. Voyez-vous qui était visionnaire. Et en remontant la rivière des Iroquois, il décide de la baptiser, la rivière Richelieu. Tout ça en l'honneur de son patron, Richelieu, qui va être un important supporteur de la colonie française en Amérique. Il arrive à la hauteur de Chambly, et voilà des remous, des petits rapides. Il dit ici, il faudra peut-être un de ces jours faire un poste de traite ou bâtir un fort. Et le fort Chambly va apparaître. Voyez le visionnaire qu'était ce Champlain, c'est extraordinaire. Tout ça pour s'installer à tout prix et amener du monde et occuper ce territoire. Toujours est-il qu'il continue sa route pour arriver justement à l'île aux Noix, où là encore, étant donné que nous allons rentrer dans un grand lac qui est une mer intérieure, il faudra peut-être établir un fort qui deviendra le fort Saint-Paul ou le fort de l'île aux Noix. Plus tard, le fort Lennox sous le régime britannique. Il rentre dans cette belle mer intérieure avec ses eaux limpides et puis toujours cette nature qui l'entoure et cette faune généreuse qui est à portée des yeux. Il décide de s'attribuer le nom de ce beau lac en son honneur, le lac Champlain. Et il poursuit jusqu'au fin fond du lac Champlain pour arriver justement à l'entrée d'un autre lac qui, plus tard, sous le régime français, s'appellera le lac Saint-Sacrement et qui va devenir, sous le régime britannique, le lac George. Il voilà une petite agglomération d'Indiens. C'est là que ses alliés l'ont emmené à Ticonderoga. Ticonderoga, ça veut dire en indien « bruit de ruisseau ». C'est une place magnifique que vous pouvez encore voir, mes chers amis, à la faveur d'une balade un bon dimanche. Allez-y, le long de l'autoroute, à la toute fin du lac Champlain, vous allez arriver à Ticonderoga, qui s'appelait Carillon pour les Français.
D'ailleurs, on établira un fort là plus tard qui existe encore. Champlain a donc un rendez-vous avec ses Iroquois, fait face aux 3 chefs avec son mousquet, va donc tirer, en blesser 2 et tuer le chef. Les Indiens Iroquois, ennemis des alliés de Champlain, se sauvent. Et là, on va dire, ce coup de fusil aura été fatal pour l'Empire français, puisque Champlain va s'aliéner la plus redoutable et la plus guerrière des nations. Certains historiens prétendent même que si on les avait eus de notre côté, probablement qu'on n'aurait jamais perdu la Nouvelle-France. C'est bien possible, mais nous n'avions pas le choix, puisque géographiquement parlant, Champlain a affaire, justement, à des alliés qui étaient des Algonquins, des Abénakis, des Micmacs, etc., où les Iroquois n'étaient plus présents. Après ce succès relatif de Ticonderoga, Champlain revient à Québec, veut s'occuper d'administration, veut voir à élargir justement la colonie, fait venir des congrégations et des noms vont émerger, des habitants aussi vont s'installer. Toujours est-il que ce n'est pas facile, mais on va lui demander de participer à une autre expédition militaire et à la hauteur d'Ottawa va être blessé. Ça va le convaincre une fois pour toutes, cette fois, de s'occuper véritablement de l'administration de la colonie. Mais le long du parcours, Champlain découvre qu'il y a des gens qui trament dans son dos. Il y en a un qui veut conspirer et il va être dénoncé par des confrères de Champlain. Il s'appelle Jean Duval. Il va être le premier à être exécuté dans la colonie de la Nouvelle-France. Jean Duval, un traître en quelque sorte, qui voulait le dégommer, le déloger, et il conspirait justement avec des marins basques qui venaient dans la région. Toujours est-il que Champlain a de la misère également avec l'hiver et la maladie s'empare encore une fois de ces gens qu'on appelait le scorbut. Le jus d'épinette, dont la recette avait été connue sous Jacques Cartier, a été oubliée. Entre Jacques Cartier et Champlain, on a perdu les recettes, quoi. Et puis, ça va être très difficile, donc, pour les hommes de Champlain, de pouvoir combattre cette maladie. Mais l'hygiène va s'améliorer avec le temps et on va finir quand même par mettre sur pied la colonie. Et là, Champlain va retourner en France pour se marier avec une jeune fille de 11 ans qui s'appelle Hélène Boulay, comme vous le savez. Champlain, en empruntant le fleuve Saint-Laurent vers Ottawa, comme je disais tout à l'heure, le lac des Deux-Montagnes, il arrive à la porte de ce magnifique royaume, voit des îles où il se permet de descendre. Voyez-vous, le cartographe, le géographe qui est Champlain, perspicace et visionnaire, il va inviter la Violette à aller fonder une colonie à Trois-Rivières, parce qu'il y avait là une jonction de Trois-Rivières. Il va y avoir du commerce par canot, il faudra surveiller ça, et les transporteurs de fourrure devront donc se rapporter au fort de Trois-Rivières. Il continue sa route à Verchères, il faudra faire un fort là, et arrive à Montréal, et là, il va passer Montréal pour continuer vers la Chine, va faire du portage, voit l'île Sainte-Hélène qu'il dédie à sa femme, l'actuelle île Sainte-Hélène de nos jours, s'arrête à l'île Saint-Paul, qui devient plus tard l'île des Sœurs, contourne les rapides et continue sa route jusqu'à la porte de l'Ontario. Alors, Champlain, pendant toute cette période assez prospère, trouve qu'on n'a pas assez de monde. Il s'aperçoit bien qu'on avait des Indiens comme alliés. Les Espagnols pouvaient se fondre dans la population indienne. Il faut aller justement dans les pays latinos pour s'apercevoir que tout individu a du sang indien dans les veines. Alors que nous, on a beaucoup de difficultés. D'ailleurs, Jean Talon s'en plaindra plus tard. On veut faire venir du monde. La France répond toujours « marier des Indiennes, marier des Indiens ». Imaginez-vous, il y avait une femme pour 19 hommes. Ce n'étaient pas des farces. Le problème sera réglé un peu plus tard, sous Jean Talon. Alors, marier des Indiennes, c'était facile à dire, mais les seules Indiennes qu'on aurait pu marier, c'était malheureusement des Indiennes sédentaires. Elles appartenaient aux Iroquois. Pourquoi? Parce que les Iroquois étaient plus cultivateurs que chasseurs.
Alors, ils cultivaient la terre, ils étaient donc sédentaires, mais on ne pouvait pas les marier, c'était nos ennemis. Alors, on pouvait tomber amoureux d'une belle Huronne, une Algonquienne, mais on le sait que ces nomades pouvaient partir 1 an, 2 ans et revenir plus tard avec des cargaisons de fourrure et être allés explorer des terres nouvelles pour la cueillette et la chasse. Mais c'était pas facile de maintenir un cœur à palpiter avec des femmes qui appartenaient à une communauté de nomades. De là, les difficultés à pénétrer les populations indiennes. Après 32 années consacrées à la colonisation de notre pays, Champlain meurt à Québec le 25 décembre 1635, des suites d'une paralysie. Sa ville de Québec avait été prise par les Anglais, il avait été fait prisonnier à Londres entre-temps, puis il avait été réinstallé à la faveur d'un traité de paix. Vous voyez que c'était bouleversant. Par sa bonté, sa piété, c'est un grand homme pieux, j'allais dire un grand catholique, on n'est pas certain, on pense qu'il était même protestant. Par son zèle, il fut vraiment le père de la Nouvelle-France, celui qui a réalisé le rêve de Jacques Cartier. Son successeur sera Charles de Montmagny, un homme vraiment digne de poursuivre son œuvre. Mais voilà, Champlain meurt le jour de Noël, quel Noël triste pour eux autres, dans la petite colonie de la vieille capitale de Québec. Et il ne savait pas, Champlain, que M. de Montmagny s'amenait avec une lettre de démission pour Champlain. On s'en venait pour le décoller de là, pour l'enjoindre de rentrer en France. Alors, comme vous voyez, après Jacques Cartier qui finit isolé dans son manoir de Limoilou, Champlain ne savait pas, dans le fond, quand M. de Montmagny s'amène, il n'a pas pu le voir puisqu'il meurt avant, il aurait reçu sa lettre de démission. Donc, M. de Montmagny chausse les bottes de Samuel de Champlain, et puis là, ils vont encourager la venue de missionnaires en Nouvelle-France. Les premiers arrivés, ce sont des Récollets, des Jésuites un peu plus tard, des Sulpiciens, qui vont devenir les grands propriétaires, surtout de l'île de Montréal, et vont apporter, évidemment, leur contribution. Mais ils vont goûter à la torture, et on va écorcher vif les premiers martyrs. On se souvient des histoires de René Goupil, du père Isaac Jogues, etc., etc. Toujours est-il que va suivre aussi l'arrivée des premières religieuses, des femmes tenaces et très décidées, les Ursulines, les hospitalières, notamment Madame de la Pelletrie, Mère Marie de l'Incarnation, dont le nom de fille était Marie Guillard. Et puis là, la petite colonie va croître très, 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 très lentement. Voilà que Paul de Chomédé de Maisonneuve va devenir le fondateur de Ville-Marie par pur hasard. Ce jeune homme, qui venait de la Champagne, a été colonel dans les armées du roi. Il avait servi dans diverses campagnes, il avait de l'expérience. C'est par hasard que sa sœur Louise, une religieuse, lui refile un jour l'information qui venait d'un jésuite qui raconte avec passion les percées des Français dans la nouvelle colonie canadienne. Alors, impressionné, M. de Maisonneuve demande à rencontrer le père Lallemand. Il veut faire partie, justement, de cette expédition qui doit venir fonder une ville qui va être une Jérusalem de l'Amérique du Nord. On les appelait les fous et les folles de Dieu, ces hommes et ces femmes qui voulaient fonder, donc, Ville-Marie. On dédie cette ville à la Vierge Marie. Toujours est-il que parmi ce groupe-là, il y a Jeanne Mance. C'est une jeune qui venait de diplômer comme infirmière, qui va devenir très compétente. Alors, on va se mettre en route vers la terre promise, et puis c'est le 8 mai 1642 que ça se passe, cette fondation par les Montréalistes. C'est comme ça qu'on les appelle.
Mais auparavant, Monsieur de Maisonneuve arrive à l'automne à Québec en 1641. Et là, il fait trop froid, on ne peut pas fonder la colonie tout de suite. Monsieur de Montmagny, fâché, il ne veut absolument pas que ces Montréalistes aillent s'établir dans cette terre hostile remplie d'Iroquois. Et on connaît sa phrase à Monsieur de Maisonneuve, quand même que tous les arbres se transformeraient en Iroquois, j'irai quand même. Alors, Monsieur de Montmagny est plutôt hostile. Il voulait que ces Français qui arrivent par bateau avec M. de Maisonneuve s'installent dans l'île d'Orléans ou dans Vieille-Capitale, à Québec, pour grossir la population. Mais M. Maisonneuve tenait absolument à son projet. Marie de l'Incarnation est à bord du bateau, elle est fraîchement diplômée, elle s'allie pendant l'hiver avec Marie de l'Incarnation qui connaît tous les remèdes que les Indiens lui ont enseignés. Parce que vous le savez que la forêt peut être une pharmacie. Alors on va donc apprendre à étudier justement la portée bénéfique des arbres, des plantes qui peuvent permettre, je ne sais pas moi, la graisse d'ours par exemple, contre les moustiques, tel autre remède provenant d'une feuille de telle sorte ou telle autre. Et elle va donc bénéficier de son séjour en hiver à Québec avant d'aller à Ville-Marie le printemps suivant. Entre-temps, M. de Montmagny, qui veut pas être plus hospitalier qu'il le faut pour M. de Maisonneuve, va inviter ces Français-là à coucher dans un entrepôt dans le bas de la ville. Arrive le printemps, le 8 mai 1642. Les chaloupes de nos futurs Montréalistes quittent la vieille capitale, Québec, et la surprise est de constater que même M. de Montmagny, qui était plutôt en bouderie avec Maisonneuve, embarque avec le père Vimont et le père Duperron et Madame de la Pelletrie pour arriver 10 jours plus tard, le 18 mai, donc à peu près où est aujourd'hui la Pointe-à-Calière. Là où Champlain avait dit un jour, il faudra peut-être établir un fort. Imaginez-vous. Toujours est-il que ces premiers Montréalistes s'installent donc, embrassent la terre, célèbrent une première messe avec le père Vimont, et puis là, on ne voit pas d'Iroquois du tout. Monsieur de Montmagny retourne à Québec, bonne chance, et eux vont faire du camping tout l'été tout en construisant un fort. Pendant un an de temps, il n'y a absolument pas d'Indiens, alors on se sécurise tranquillement. Et la nature est sauvage, elle est remplie de faune pour nourrir tout ce monde-là. Le fleuve peut constituer aussi un réfrigérateur pour fournir de la nourriture. On passe au défrichement, on installe quelques canons et à l'automne, on quitte les tentes pour entrer dans le fort et les habitations. On construit une première chapelle de bois qu'on dédie à Notre-Dame et tout se déroule à merveille. Aucun Iroquois n'est en vue. Quelques animaux, une nature sauvage, se voient indisposés dans leur tranquillité par ces Français, parce qu'après tout, ces animaux-là étaient tranquilles depuis quoi? Des millénaires. Un an plus tard, une quarantaine de colons, ayant à leur tête l'ingénieur militaire Louis d'Ailleboust, arrivent pour seconder ces intrépides pionniers, toujours animés de cette même mission de Dieu. On les appelait, encore une fois, les fous de Dieu. Alors ne l'oublions jamais, les motifs des fondateurs de la Société de Montréal sont uniquement religieux. Même si l'aventure du commerce de la fourrure est tentante, on veut évangéliser les Indiens avant toute chose. Les Algonquins, les Hurons, amis des Français, qui s'amènent autour du petit effort de M. de Maisonneuve et assurent ainsi leur sécurité pour l'instant. Et le combat ne se fait pas contre les Iroquois, mais contre les éléments de la nature. Ce n'est pas facile. Arrive un printemps mouillé avec des inondations qui font peur. La petite colonie va-t-elle être inondée? Maisonneuve prie avec Jeanne Mance, qui est une femme très pieuse. Et si les eaux se retirent, j'irai moi-même porter une croix au sommet de cette montagne que Jacques Cartier a baptisée Mont-Royal. Et cette croix est là. Elle trône depuis ce temps-là.
quand on pense qu'à la faveur des débats actuellement sur la société laïque, il y a des idiots qui voudraient qu'on l'enlève comme symbole religieux, mais comme vous voyez, il s'agit plutôt d'un symbole hautement historique. Les Iroquois vont venir la brûler, cette croix. Ça sera plus tard Marguerite Bourgeoys qui ira la replanter. Elle est là depuis ce temps et elle a été modernisée par la Société Saint-Jean-Baptiste, comme vous la voyez aujourd'hui. On va donc célébrer le 3 novembre 1647 le premier mariage de Ville-Marie. Il est célébré dans l'enceinte du fort et on va unir Françoise Fafard. Si vous vous appelez Fafard, chers auditeurs, dites-vous que vous appartenez à une très vieille famille. Et un jeune homme qui s'appelle Mathurin Mounier. Et 10 ans plus tard, Marguerite Bourgeoys va ouvrir la première école pour enfants français et indiens. Alors, si vous parlez de l'éducation que vous pouvez posséder de nos jours, vous êtes donc redevant et redevante, chers amis, à Marguerite Bourgeoys, qui a mis sur pied la première école en Amérique du Nord. Un peu plus tard, elle veut instruire aussi les petites filles indiennes. Les Sulpiciens ont un domaine, justement, rue du Fort et Sherbrooke, où il y a là 2 tours. C'était les tours d'un fort qu'on appelait le fort, tout simplement de banlieue. Et c'est là qu'elle va convertir et enseigner aux petites indiennes. Alors, 2 des 4 tours tiennent toujours de nos jours à l'angle des rues Sherbrooke et du fort. Bref, comme vous le voyez, ces gens-là n'étaient pas venus ici pour chômer. Je vous parle donc de l'expansion de Ville-Marie, qui porte encore une fois sur la religiosité et la conversion des Indiens. Mais la menace indienne dont je parlais tout à l'heure, qu'on ne voyait pas au début, arrive. Et là, il va y avoir des attaques. Il y a un Algonquin qui avait été prisonnier, des Iroquois, il s'est sauvé et s'amène à Ville-Marie pour annoncer que les Indiens vont attaquer. Notamment, ils veulent attaquer avec des centaines des leurs, justement, Ville-Marie. Et c'est là que M. de Maisonneuve va demander à Dollard des Ormeaux, un jeune officier, qui est commandant du fort de Montréal, d'aller endiguer cette attaque. On l'a traité de tous les maux, exagérément, mais n'eût été de lui et son geste, probablement que Ville-Marie aurait disparu. Je vous parlerai donc du geste de bravoure de Dollard des Ormeaux, qu'on a décrié injustement, et faire connaissance, il y a des sauts dans mon récit, chers amis, c'est long après tout, faire connaissance avec le fameux Jean Talon dans l'autre volet.